Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 19e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, 13 avril 2021, une autre belle journée ensoleillée pour enregistrer notre 19e épisode. Tristan, comment ça va? Ça va bien toi? Ah oui, ça va bien, certain, c'est ça. On sent encore de plus en plus le printemps qui s'en vient. Ouais! Et c'est merveilleux, il fait chaud dehors. On peut se promener en short, on peut aller courir. Deux choses, tu sais, je pense qu'on amène le soleil parce que ça fait genre 3-4 semaines, 5 semaines que toutes les fois qu'on enregistre, il fait soleil puis il fait beau, puis ça lâche pas. Je le sais, j'ai juste le goût d'aller me faire des barbecues, virer fou, partir sur la brosse, surtout après un martini. Fait que je pense que c'est un message, là, faut pas arrêter de faire notre podcast, on continue, on amène le soleil, puis écoute, étrangement, je veux pas faire de rapprochement, là, mais on est mardi aujourd'hui, puis les gars de la Poche Bleue, ils célèbrent leur premier anniversaire de podcast. Je dis ça, je dis rien, c'est un signe. Écoute. Fait que, t'as bien raison, on attire le soleil, fait que, écoutez-nous, il va faire beau dans votre vie. D'ailleurs, juste dire en partant, des fois je le dis à la fin, des fois je le dis au début, des fois les deux. Aujourd'hui, je le dis au début, nos plateformes pour nous suivre. Donc, on est sur Spotify, sur Apple Podcasts, YouTube, SoundCloud. Puis, j'en ai oublié un, non, je les ai tous. Et notre page Facebook, Entre deux martinis. On est sur Twitter aussi, le @2martinis en lettres, ainsi que notre courriel si vous voulez nous écrire pour des suggestions de sujets, si vous voulez participer ou quoi que ce soit, juste nous jaser. C'est entredeuxmartinis@gmail.com, tout en lettres. Donc, moi, j'ai mon martini aujourd'hui, comme d'habitude. Je te dirais que je continue toujours dans ma lancée de mixer mes deux types de jus d'olive, parce que sérieusement, ça le fait. Là, le problème qui arrive, c'est que dans mon pot d'olive cheap, j'ai presque plus de jus. Fait que là, il me reste juste des olives, plus de jus. C'est un peu moins bon, mais sinon, j'ai 8 grosses olives dans mon martini avec... ça faisait un bout de temps que je l'avais pas pris, le Be Dirty là, que j'avais parlé, qui est fait spécialement pour les martinis. Pour les Dirty Martinis. Là, pour les Dirty Martinis, ça c'est fou. Ouais. Hein? Exact. Dieu existe. Exact. Ouais. Fait que avant que tu me parles de ton martini, en fond, on l'a pas dit au début, mais aujourd'hui est une autre journée spéciale parce qu'on va avoir un invité que je vais présenter tantôt. Donc, très cool. Je voulais juste qu'on aborde ce sujet-là directement. La journée talk show. C'est la journée talk show. Exactement. Ouais, j'ai pas, pour vrai, moi, j'ai pas grand-chose à dire de mon martini. Absolument rien de nouveau à partager cette semaine. Pas de tricks, pas de special feature, pas de Vesper qui cogne sans bon sens comme j'ai donné la semaine passée. Mon Dieu, après le podcast la semaine passée, j'étais un peu magané pour vrai. Ah ouais? Je vais l'avouer, là, j'avais une chance, j'avais un verre d'eau parce que je pense pas que je m'en serais sorti. En tout cas, ça fesse un Vesper, puis juste un verre en plus. Trois sortes d'alcool, juste pour le rappeler ceux qui n'étaient pas là. C'est vodka, ça, gin, c'est trois parts de gin, une part de vodka, une demi-part de vermouth avec un zeste de citron bien large, bien gourmand, puis froid, puis tu le dilues avec de la glace, là, tu t'arranges puis la glace casse pour diluer un peu l'alcool. Parce que ça cogne. Fait que, je te crois. Fait qu'aujourd'hui, non? Non, rien à partager aujourd'hui. Très, très classique, mais là, c'est à mon tour. Là. Je pense que c'est moi en fin de semaine qui va aller faire les emplettes pour partager une découverte gin la semaine prochaine. Fait que dans le fond, aujourd'hui, tu réinventeras pas la roue avec ta recette de gin. Je me demandais quand est-ce que ça allait arriver. Parce que d'habitude, c'est pendant que je parle de mon martini ou qu'on parle de ce qu'on boit. Puis là, j'ai pas parlé de ce que je buvais parce que j'avais rien. C'est incroyable. T'es une sommité. C'est rendu, je sais plus comment te qualifier. C'est extraordinaire. Les transitions un poète sont de la transition. Écoute, un architecte de la transition, c'est la haute couture pour vrai. Malade. Yes. Ouais, juste avant de présenter notre invité puis de parler du sujet qu'on transitionne, je veux juste dire que j'ai reçu cette semaine, tu sais, je t'avais parlé que je m'étais commandé des marqueurs de balles de golf en forme de martini.
Ouais. Ben, je les ai reçus. Fait que là, j'ai 4 balles que je me suis amusé à colorier, puis qui ont des martinis dessus. Ça va être débile cet été. On est prêt à mettre nos masques puis jouer au golf. Yes. So! Fait que, comme vous l'avez deviné, dans ma belle transition de parler de se réinventer, aujourd'hui, on va recevoir Sean Scoropade, qui a complètement, en fait, revu son modèle d'affaires là, depuis les 13 derniers mois, qui est à la tête de la compagnie Printees, dans le fond, qui imprime, dans le fond, sur tout ce qui est matériel sportif, t-shirt et tout. Donc, sans plus attendre, Sean, tu peux allumer ton micro, puis je vais te laisser nous saluer. Puis, bienvenue! Yes! Ça va, merci les gars. Merci, ça va super bien. Yes. Merci de m'accueillir entre deux martinis. Puis j'ai bien hâte de faire ça avec vous autres, de jaser business, puis de voir qu'est-ce qu'on a fait pour se réinventer dans les derniers 13 mois là, avec la pandémie et tout ce qui est arrivé. Cool. Mais là, écoute, tu nous dis que ça va bien parce qu'on s'est parlé avant de commencer à enregistrer. Est-ce que ça va vraiment bien ou tu... Regarde, ça va bien pour un gars qui est au lit, puis je suis un gars qui essaie de voir le positif de toutes les choses, hein. Fait que je marche encore, j'ai toutes les sensations partout, fait que ça va bien de ce côté-là, puis moralement, ça va super bien. Mais tu sais, vous parliez du printemps puis que vous apportez le beau temps, mais je pense que j'ai écouté un peu trop de vos podcasts. Fin de semaine passée, samedi avec mon chum, le gros soleil s'est sorti à cause de vous autres. Fait qu'on s'est dit, on va aller faire de la moto. Puis de la moto, quand je parle de la moto, c'est du motocross. Ça fait longtemps que j'en fais depuis que j'ai 5-6 ans. Okay. Fait que on a loadé motocross dans le trailer, on est allé à la piste à Saner, pas loin de Saint-Pie sur le bord d'autoroute. Puis premier tour que je m'en vais à l'entour de la piste, j'embarque, puis je suis vraiment content, je suis excité, je pars en avant de tout le monde. Puis j'arrive dans un coin, puis c'est un coin qui est spécialement serré avec des arbres qui sont proches du tournant. À chaque fois que je passais là, l'année passée, je me disais, voyons donc, pourquoi il y a des arbres qui sont tous proches de ce coin-là? Je comprends pas qu'il n'y a pas personne qui s'est fait mal là encore. Quelque chose qui me dit que tu l'as su cette année. Oui! Vous allez écoutez bien ça. Là, je m'en vais dans le coin, j'arrive proche, puis tu sais, en motocross, tu te penches pour tourner parce que tu as de la vitesse, fait que c'est pas juste comme en vélo que tu tournes ta roue avant. Mm-hmm. Fait que je me penche, puis quand je me penche, je réalise que je vais frapper l'arbre en plein dans le chest. Fait que là, je me relève, tu sais, pour comme manquer l'arbre. Mais quand que je me relève, tout mon corps passe à côté, ma moto passe à côté, mais mon casque pogne en plein le milieu de l'arbre. Bang! Fait que là, je tombe ses fesses, la bike part tout droit, 15 pieds tout droit, il roule, tu sais, lui, ben smooth. Moi, je tombe ses fesses, mais c'est la première fois que je tombe en moto, puis je suis comme 100% conscient parce que je culbute pas. La plupart du temps, quand tu tombes en motocross, tu tombes d'un saut, tu tombes dans un coin, fait que tu culbutes. Fait que tout ce que tu vois, c'est terre, ciel, tu sais, fait que tu perds un peu la carte. Mais là, je perds pas la carte pantoute. Je tombe assis, c'est comme si j'ai juste éjecté de la moto, puis je vois la moto rouler en avant de moi. Okay. Fait que là, je tombe ses fesses. Puis quand je tombe, je fais « Oh! » Je dis « Oh, ça, c'est une bonne... c'est une bonne débarque. » Mais ça a bien cogné, tu sais, sur mon casque. Fait que là, je suis comme un peu sonné, je me pose la question, tu sais, j'ai une commotion, je dis « Je suis où? » Puis je me parle à moi-même, de vive voix de même dans mon casque. « Ok, je suis à Saner, on est samedi, il fait gros soleil. » Non, le gars, il est lucide, il est encore correct. Là, j'arrive pour me retourner de bord, pour voir si c'est quelqu'un qui s'en vient pour aller chercher ma moto. Puis instantané, quand j'arrive pour me retourner de bord, mon cou, il jamme, comme un torticolis, mais 360 degrés. Okay. Fait que là, je fais « Ouh! OK. » Fait que là, je me replace, puis tu sais, je me suis blessé plusieurs fois dans ma vie, dans ma carrière de moto, puis d'activité extrême. Fait que là, je connais mon corps, je dis, bon, je pense que c'est mon corps qui a réagi, qui essaie de me protéger, tu sais, il a stiffé mon cou. Fait que là, je prends ma moto, puis je roule tranquillement, je retourne au trailer, puis j'arrive là-bas au trailer, je dis à mon chum, je dis, hey man, t'en reviendras pas, j'ai pogné l'arbre qu'on croise tout le temps dans le coin. Il dit, ben voyons non, je te crois pas, puis tu sais, je suis normal, je suis lucide, je parle, je dis juste que j'ai vraiment mal au cou. Fait que ça reste de même, je parque la moto dans le trailer, puis je le regarde lui toute la journée, je le filme, on passe une super belle journée, 4-5 heures de temps. Moi, je le regarde toute la journée, j'ai un torticolis, je fais comme le robot dans place. Mais tu sais, ça va super bien, je pogne un coup de soleil sur le front. On retourne à la maison, load les motos dans le trailer, on retourne à la maison, on arrête au Subway manger. On arrive à la maison, on écoute le motocross ensemble. Finalement, il part, il est comme 6h, 6h15. Puis là, je dis à ma blonde, je dis, hey, tu sais, c'est le coup, je dis, on devrait peut-être arrêter, aller voir à l'hôpital. On sait jamais qu'est-ce qui peut se passer, tu sais, c'est peut-être grave. Puis au pire des cas, le coup, quand il y a des cas, tu sais, traumatiques au cou, il passe tout le temps rapide. Fait que là, je dis, on va aller voir à l'urgence. Comme des faits, j'arrive à l'urgence, un service incroyable. Je sais pas pourquoi, il y avait pas de monde à l'hôpital. Bizarre. Mais en tout cas, on passe, ça prend 2 minutes, je fais mes radiographies. Le docteur revient, il me dit, ouais, il me dit,
je pense qu'on va prendre des scans parce que je vois une fracture. Fait que là, moi, une fracture au cou, je suis comme, oh non. Tout de suite, ils me mettent un collet cervical, ils m'allongent à la table, ils m'immobilisent, ils m'amènent faire des scans. Là, les docteurs, tout ça, ils prennent 4 scans, ils sont vraiment sharp. Puis je passe la soirée à l'hôpital, tout immobilisé, jusqu'à temps que je vois l'ortho le lendemain. L'ortho, il rentre, il dit, ouais, il me dit, qu'est-ce que tu faisais entre 11h puis 7h le soir? Pourquoi t'es pas rentré à l'hôpital? Fait que j'étais avec mon chum, tu sais, à la piste. Il dit, t'étais pas censé être capable de marcher. Il dit, t'es chanceux d'être encore capable de marcher aujourd'hui. Fait que là, je fais, oh! Il dit, ta vertèbre C7, dans le fond, c'est la dernière vertèbre de ton cou, qui est la dernière cervicale, avant de commencer, avant ta cage thoracique. Il dit, cassé à 2 places. Il dit pas comme une fracture, il dit cassé, bord en bord. Fait qu'il dit, t'es chanceux que ça n'a pas bougé puis que t'as perdu ses sensations. Fait que là, je fais, OK, c'est bon, bonne nouvelle. Ouais, il dit, en plus de ça, il dit, ta vertèbre T4 dans le milieu de tes omoplates, il dit, ben elle, tu l'as écrasée comme fou puis elle est craquée. Fait que, il dit, voyons On va avoir un malaise. Hey, man, ouais. On reçoit un survivant alité, c'est malade. Hein? Fait que c'est ça a donné que finalement, je suis au lit puis j'ai en masse de temps de jaser puis de faire ça avec vous autres. Mais tu vas pas avoir un gros martini dans les mains, toi, là. Ouais, non, c'est exactement. Ah non, mais écoute, le seul cocktail que le doc voulait que je prenne, c'était soit de la Percocet, de la morphine ou de la Ben j'ai dit, on va laisser faire ça. Fait que finalement, non, pas de cocktail, pas de martini pour moi, boys. À soir. Bon, ben, t'es là entre deux martinis parce que moi, Tristan, on en a un. Ouais, non, c'est clair. Mais écoute, premièrement, c'est quand même cool parce que tu sais, on va comme avoir un Hall of Fame à un moment donné de nos invités. Puis toi, clairement, t'es le premier, puis peut-être, en tout cas, j'ose espérer le seul qui va avoir été alité à cause d'un accident de motocross. Hey, ça va des choses. Fait que merci d'être là, malgré tout ce qui s'est passé. Wow! Mais ouais, écoute, puis tu m'amènes sur ta piste je fais un jeu de mots très poche de piste parce que t'étais à sa mère et tout ça, mais tu m'amènes sur la piste de ton drink, puis tu sais, justement, je pense que tu me disais, avant qu'on commence l'enregistrement, tu bois pas beaucoup d'alcool, tout ça, mais je trouve ça super parce que tu vas nous partager, je pense que t'aimes bien les mocktails, qui est en fait la version, là, un mocktail, c'est un cocktail, mais sans alcool. Là. La version un peu plus plate. Non, t'as 100% raison. Tu sais, ma version plus plate, moi, ils ont commencé jeunes. Tu sais, mes parents nous amenaient souvent au Mexique quand on était jeunes. Puis là, toutes les fois, je voyais mon père prendre un pina colada. Puis là, je me disais, tu sais, père, moi aussi, j'en veux un pina colada. Moi, je savais pas que les serveuses, ils me servaient des mocktails. Fait qu'après 3-4 pina colada, ben, je faisais semblant que j'étais rendu sous, tu sais, dans l'eau. Puis là, je parlais avec une patate dans la bouche. Puis ben, ça a resté. Le pina colada, pour moi, ben, c'est mon mocktail préféré. Fait que, tu sais, l'été, quand il fait chaud, à l'entour d'une piscine avec des chums, on sort le jus que tu vas acheter à l'épicerie là, de pina colada avec de la glace, du sucre, puis de la limonade, puis tu fais ton propre pina colada. Puis ça a toujours resté mon souvenir d'enfance, mon mocktail préféré que je fais avec mes chums quand eux autres ils se font des martinis ou des cocktails l'été sur le bord de la plage. Très cool. C'est très été en plus. Là. T'as-tu une petite chose que tu y mets? Un petit special feature que tu y mets? Ou Pas en tout. La seule chose que je mets, c'est de l'amour quand je le fais, puis c'est pas mal juste ça. Je vous dis que j'ai pas de recette secrète. Le mix, en fait, que tu prends chez Costco là, de pina colada, il est incroyable. Okay. Si jamais vous avez la chance d'aller au Costco prendre le mix pina colada, c'est un jus très concentré de sucre. C'est avec le coconut, genre. C'est exactement ça. Ouais. Tu mets ça là avec de la glace. Puis si tu veux mettre un peu de limonade, moi je trouve ça bon avec la limonade. Ça goûte exactement comme au Mexique. Ça me rappelle quand j'avais 6 ans. Parfait. Écoute, Marc-Antoine. Marc-Antoine, si tu veux l'essayer, en tout cas, moi, j'ai pas de carte Costco, mais tu pourrais demander à tes parents quand tu achètes des olives, ils vont pouvoir achète-moi un pot d'olives et une canne de pina colada, s'il te plaît. Wow! Ouais, non, c'est trop sucré pour moi. Moi, ça, les drinks sucrés comme ça, j'en ai trop bu quand j'étais jeune. Même à faire du rhum, des gens en partant, j'en bois quasiment plus. Ça me donne des brûlements d'estomac instantanés. Ah, c'est tellement sucré. Je comprends ça aussi. Moi, avec tout ce qui est alcool sucré, je suis plus capable. Fait que c'est tout sec maintenant. Ben sec. Ben, regarde, je vais le garder pour moi de boire les boys. Puis, non, mais écoute, ça fait été au bout, puis c'est bon. Tu sais, je veux dire, le pina colada, juste le jus, tu sais, le coconut, tout ça, ça fait tellement estival. Là, c'est très bon. Puis on s'en va vers là, fait que c'est merveilleux. On est là. Sois positif. Exact. Vous l'apportez à chaque semaine, le soleil sort de plus en plus. T'as-tu compris? On va t'inviter plus souvent. Hey, mais écoute, je vais juste expliquer un peu, tu sais, pourquoi Sean est là.
Parce que, en fait, grosso modo, Sean, je l'ai rencontré cette année, comme un peu toi, Marc-Antoine, on s'est rencontrés dans le cadre du travail. Sean, ça a été la même chose. Il m'a été référé par quelqu'un de sa famille avec qui on travaille, puis on fait des collabos. Parce qu'on voulait imprimer des t-shirts. On voulait faire une campagne de promotion pour les t-shirts, puis c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Puis je suis allé rencontrer Sean à ses bureaux dans les cantons de l'Est. Puis je me suis rendu compte que Sean a déjà fait mes chandails pour mon équipe de balle molle, puis qu'on s'était déjà vu avant, puis que le monde est petit, pas à peu près, puis que même il habite sur la même rue que moi. Ah ouais? Ouais, il habite sur la même rue que moi. Puis en tout cas, le monde est petit, tout ça pour dire. Puis quand je suis allé le voir la dernière fois, puis qu'on s'est parlé, tu sais, justement pour le travail, projet des t-shirts et tout ça, il m'a tout expliqué son histoire. Puis j'ai trouvé ça tellement inspirant. Puis tu sais, là, le gros buzzword en ce moment depuis 1 an, c'est se réinventer. On entend ça partout, c'est placardé. Mais tu sais, des fois, c'est dur de mettre une image ou une définition ou une explication tangible, concrète sur c'est quoi se réinventer. Puis je trouve que leur histoire à Printies, à ce que Sean a fait, c'était l'exemple parfait. C'était ce qu'on veut entendre puis ce qu'on veut parler. Mais avant ça, je connais pas assez Sean, puis je pense que ce serait cool que tu me dises un peu c'est quoi ton parcours, tu sais, de où t'es parti, qu'est-ce que t'as fait, de où est venue cette, je sais pas si c'est une passion, mais pour l'événementiel, les t-shirts. Moi, ça part vraiment de loin, là. On va retourner dans mon jeune temps de motocross je faisais ça, puis mon objectif, c'était de devenir pro en motocross, puis faire ça de ma vie, faire ça de carrière. Fait que mes parents, ils m'avaient backé à 100%, puis on était même déménagé en Floride quand j'avais 12 ans pour faire ça 100% à temps plein. L'école à la maison, un trainer qui était là, qui m'appelait le matin, qui venait me chercher, on s'entraînait. C'était vraiment la vie était basée alentour du motocross. Puis à 15 ans et demi, à faire des paires, j'ai eu ma plus grosse accident, tu veux, qui est similaire à celle-ci, mais c'était plus dans mon bas de corps, fait que je me suis disloqué, cassé la hanche, cassé le fémur, puis le tibial plateau avec la cheville droite, tout en même temps. Fait qu'il y a une course, puis j'allais super bien, je faisais des super bons résultats aux États-Unis, je me qualifiais, puis c'est ça que j'étais pour faire de ma vie. Tu faisais de la compétition puis tout, là, c'est ça? Exactement. Oh, c'est ça que je faisais. Ma vie était concentrée alentour de ça. Fait que chaque minute que je pouvais faire pour m'améliorer était concentrée pour ça. Fait que je faisais 2-3 heures d'école par jour pour que je puisse tout le reste de mon temps le baser sur devenir meilleur en motocross. Fait que ça m'a fait grandir excessivement vite aussi. Mais quand je me suis blessé, je suis revenu de l'hôpital après 7 opérations, 12 jours plus tard. Puis je suis rentré dans le garage en chaise roulante. Puis il restait plus une moto. Mon père avait tout vendu, puis il a dit, c'est pas vrai que je vais enterrer mon gars. Fait qu'à ce moment-là, j'ai fait, OK. Fait que tu t'as 15 ans et demi, tu bâtis ta vie alentour d'un rêve que ton père t'a aidé à bâtir aussi depuis que t'as 5-6 ans. Puis là, du jour au lendemain, tu te le fais enlever parce que, premièrement, t'es mineur, puis t'as pas le choix de suivre qu'est-ce que tes parents veulent faire. Puis qu'est-ce qu'ils disent. Fait que là, t'as pas le choix de switcher puis d'aller avec les règles qu'ils veulent, tu sais. Fait que à 15 ans et demi, j'ai fait ma première dépression de réalité que wow, ok, faut que je me retrouve. Je suis qui, moi, Sean, sans motocross? Je suis qui, moi, en tant que personne? Fait que ça te fait grandir, puis ça te fait chercher à mettre toi-même. Mais à travers ça, moi, je me suis dit, puis je me suis retourné de bord avec les parents que j'avais qui me disaient toujours, si tu veux faire quelque chose dans la vie, tu peux faire n'importe quoi, en autant que tu mettes ta tête dessus, puis ton rêve, ton objectif, tu vas y arriver. Fait qu'en me tournant le mindset positif, j'ai dit bon ben regarde, pour aller voir mes amis, parce que mes amis étaient seulement aux courses de motocross, j'avais pas d'amis, je faisais de l'école à la maison. Fait que ça faisait quoi, 4-5 mois que j'étais rendu à la maison, que je faisais de la réhabilitation avec mes jambes en physio pis ces choses-là. Fait que j'ai dit à mon père, j'ai dit père, tu sais quoi, je vais me partir une business, on va imprimer des noms et des numéros dans le dos des chandails des gars aux courses. Parce que first, je vais aller retourner voir mes amis, puis 2, ben ça va me faire de l'argent de poche, ça va me créer une propre carrière que je vais pouvoir peut-être faire un jour, tu sais. Fait que là, mon père dit ouais, il dit Sean, tu sais, mon père c'est un entrepreneur depuis qu'il est jeune, il a parti plusieurs business dans sa vie, il a vendu, fait ça multiples fois. Fait qu'il me dit, tu sais, Sean, c'est pas facile de partir en affaires, tu vas voir. Je comprends pas, sauf qu'il dit en ce moment, faut que je m'accroche après quelque chose. Fait que j'ai dit, je vais m'accrocher après ça, puis ça va me motiver. Fait que pendant 2 mois de temps, j'appelais mes amis, je disais, hey, envoie-moi des chandails, je vais faire des tests. Fait que j'essayais des matériaux,
J'appelais des fournisseurs qui m'envoient du nouveau stock, des samples. J'ai acheté des petits équipements. T'es-tu en Floride ou t'es revenu au Québec rendu là? J'étais encore en Floride. Là. Ok, t'es encore en Floride, ok. Ouais, ça va loin, là. Fait que là, j'étais encore en Floride. Je commence à faire mes tests, tout ça. J'avance l'histoire un peu plus vite, là. On s'en va faire notre première semaine de vente aux courses, tu sais. Fait que là, moi, je suis stressé. On arrive là, on a tout transformé notre trailer en magasin, si tu veux, pour vendre des chandails aux courses. Fait que là, on arrive là-bas, puis c'est un national à Gatorback, en Floride. C'est une semaine de temps. Puis finalement, je sors de la semaine avec 22 000 piastres cash. Ça a été un succès, le monde était tellement content de nous voir, tout ça. Fait que, c'était quoi, là, tes t-shirts? C'était comme, il y avait juste un numéro dessus avec un nom, ou c'est quoi? Ouais, fait que dans le fond, c'est que les gars aux courses, quand tu t'en vas au national amateur aux États-Unis, la plupart des riders, ils sont pas commandités. Fait qu'ils ont pas leur nom et leur numéro dans le dos. Okay. Moi, j'étais chanceux. Mais quand j'étais jeune, j'étais commandité. Quand ils ride, ils ont quoi d'écrit? Ils ont rien pantoute? Ils ont genre juste une couleur ils ont de rien chandail? Écrit. Exactement. Fait qu'exemple. Ouais. Exactement, t'as tout compris. Sauf que là, les pros, eux autres, comme moi, quand j'étais plus jeune, j'étais commandité. Fait que mes chandails arrivaient tous déjà imprimés. Avec mon nom, mes numéros dans le dos. Okay. Fait que je me suis dit, il y a un énorme, tu sais, un marché énorme qui est pas développé aux courses directement, le faire sur mesure. Puis tu peux charger un premium, t'es là, tu le fais sur place. Le gars vient de porter ton chandail, tu charges 45$. Tu le printais direct, toi, sur place. Ah, on le printait direct. Le gars, il arrivait, il portait son jersey, ça prenait 35 minutes, puis son chandail était fait avec son nom personnalisé dans le dos. Mais tu sais, le matériel qu'on prenait pour faire ça, je te dirais, faire un numéro, ça nous coûtait en temps puis en matériel environ 7$. On vendait ça 49,95$. Ok, mais attends, je veux juste arrêter 2 secondes. Là, je vais prouver hors de tout doute que je suis né dans les années 80. Puis, je vais vous dire que moi, quand j'étais jeune, j'ai déjà imprimé moi-même mes t-shirts avec une imprimante puis avec un fer à repasser, puis je me faisais des t-shirts. Ouais. Est-ce que... C'est un projet à maternelle, ça, me semble. Non, c'était l'économie familiale. Tu faisais des boxers, tu faisais des t-shirts avec ça. Non, mais attends. Est-ce que tu faisais les chandails comme ça? Parce que comment t'étais équipé dans ton trailer que t'avais revampé? C'est sûrement comme la capsule sportive ou ces magasins-là. Là, t'as comme une grosse presse avec des numéros en genre de plastique, pas en plastique, mais en vinyle. Là. C'est du vinyle. Nous autres, dans le fond, qu'est-ce qu'on achetait? C'était des rouleaux de vinyle plein. Puis j'avais acheté une petite découpeuse avec une lame que je mettais dans l'ordinateur. Puis là, j'allais dans l'Illustrator. Fait que c'est le début de mon apprentissage d'Illustrator. Puis là, je faisais en impact, je mettais le nom du gars avec son numéro. Puis là, des fois, je mettais des outlines pour être cool, tu sais. Mais oui, c'est exactement ce que tu faisais, Tristan. Là. Après ça, je le prenais, j'enlevais tout l'excédent. J'allais le chauffer avec une presse à chaud, même sur le jersey du chandail du gars. Fait que c'était vraiment... Là, ça décollait-tu pendant la course ou... Non, c'est ça, j'avais fait des tests avec mes chums, tu sais, j'avais passé quand même 4 fournisseurs de produits pour trouver le bon qui était le plus résistant. Puis je me rappelle encore, c'était du Easy Weed Sizer, du Football Toughness. Fait que c'était comme les matériaux qu'ils mettaient ces chandails de football. Okay. Fait que c'était vraiment tough, là, ça toffait, puis ça faisait la job pour ce temps-là, c'était épais, par exemple, man. Les gars, ils portaient ça à chaleur, là, ça devait tellement être chaud, ça devait coller dans le dos, mais ça restait là. Ça partait pas, man, c'était vraiment tough. Le gars, il a son chiffre tatoué dans le dos, tout rouge, man. Littéralement, là. Oh, ouais, c'est sûr. Wow. Fait que ça te coûtait 7$ de faire le t-shirt, puis tu le vendais 49$, tu faisais comme 42$ de profit à chaque t-shirt. Ouais. Mais, tu sais, pour aller là-bas, ça nous a coûté... Pour être vendeur sur place, ça nous a coûté 2500$. Mais attends, est-ce que c'est sorti avec 22 000$ cash? Je veux dire, il y a combien de participants qui sont là pour que tu sois sorti avec 22 000$ cash? C'est au moins 500 quelques t-shirts, ça, là. Là-bas, là, au Mini-Oz, en Floride, il y avait 3500 riders qui étaient inscrits. C'est le Mecca, c'est comme un des plus gros nationaux amateurs après Lorettaline, qui est comme... Lorettaline, si tu vas là puis tu gagnes là, ben là, t'es le top américain amateur. Puis Mini-Oz, qui est à Gatorback, c'était le plus gros national après Lorettaline. Fait que tout le monde allait là. Ça s'appelle Gatorback, je comprends-tu que c'est dans le coin genre des Everglades ou quelque chose comme ça? Ou... C'est exactement ça. C'est à Ocala, en fait, c'est sur le bord des rivières des Everglades, là, dans le fin fond de rien. Tout ce que tu vois là-bas, c'est des crocodiles puis des fermes, là. Okay, c'est un peu redneck, là. Vraiment redneck. Là-bas, le monde, il boit de la bière en canne, là.
Ah, Alright. ok, nice. Je traîne du Ouais, gun dans les c'est- airs juste parce qu'on veut un oiseau passer. Hein. 100%, là. Ouais. C'est vrai, vous avez exactement compris c'est quoi, là. Ah, ok. Fait que là, genre, Ouais. t'as autant de chances de lander sur terre que sur un alligator quand t'es en motocross. Là. Ben, c'est pour vrai, c'est pas une joke, là. Il y a un pond dans le bas de la piste, puis des fois, les alligators sortaient du pond, puis quand tu t'en vas, ben, s'il y avait des alligators, fallait que tu roules alentour, puis après ça, il arrêtait la course. Ben, tu sais, under course, il arrêtait pour aller remettre les alligators dans le lac, là. C'est pas une joke, là. Voyons donc, man. Ah ouais. Ouais, c'est ridicule. Si on se créerait dans Trailer Park Boys. Hey, wow! Wow! Ok, fait que là, Alright. tu sors de là, t'as 22 000 $, tu fais quoi? Ben là, je me fais un petit site web, parce que je pense que je suis cool, tu sais. Attends, Fait c'est en que quelle là, année? j'ai- Attends, c'est en quelle année? Ça, là, c'est en 2000... Ok, quand même. 2013. Ok, ça fait pas si longtemps non plus. Là. Non, Ça fait 8 ça fait ans, pas là. si longtemps. Exactement. Ah non, c'est pas vrai. D'abord, c'est en 2011. Ouais, c'est en 2011 parce que ça fait... Ouais, exactement. 2011, 2013, je suis parti ma première business fait, au Canada. Fait que 2011, c'était en Floride, c'est là que j'ai parti ça. Après ça, j'ai fait un petit site web. Les gens m'envoyaient de leur jersey. J'en faisais sur à Shop. Puis après ça, je leur renvoyais par la poste. Bon, on est chanceux aux États-Unis, la poste coûte des peanuts. C'est pas comme ici où est-ce que ça coûte un bras et une jambe. Là. Fait que ça coûtait mettons 2$ pour shipper partout aux États-Unis, tandis qu'ici, c'est exorbitant. Fait que le business model fonctionnait. Fait que là, on avait fait ça, puis à la fin, quand après ça, mon père et ma mère se sont divorcés, on a tout redéménagé au Canada. Puis en plus, je faisais plus de motocross. Fait que c'était une des raisons primaires pourquoi on était déménagé en Floride. Fait qu'on est revenu au Québec. Puis là, j'ai dit à mon père, j'ai dit, père, je me repars pas en affaires, je veux avoir une enfance normale, je vais aller en secondaire 5, je veux avoir des amis. Fait que là, mon père était, ouais, t'es sûr que tu veux faire ça? Puis là, ben, j'avais de l'argent, fait que, ouais, je vais faire qu'est-ce que je veux. Fait que, j'étais allé m'asseoir sur un banc d'école. Après 2 semaines, j'ai réellement compris que c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Puis c'était juste pas fait pour moi. Tu sais, à l'école à la maison, t'as le droit d'avancer aussi vite que tu veux, puis d'apprendre à ta vitesse, mais quand tu t'en vas à l'école, faut que tu ailles à la vitesse que le prof veut aller, tu sais. Fait qu'après 2 semaines, je capotais, puis là, j'étais assis dans les cours, puis j'avais plus le droit de lever mes bras pour répondre à des questions parce que j'étais trop avancé dans mes réponses que je voulais donner ou dans qu'est-ce que je voulais challenger le prof. Fait que j'ai appelé mon père, puis je disais, père, ça te tente-tu de partir une business avec moi de lettrage, affichage, rap, mais commercial, au lieu de rester dans le monde du motocross? Parce que quand on était là-bas au motocross, avant de partir en Floride, on avait acheté une petite machine pour faire des collants pour mes amis puis ces choses-là, puis j'avais commencé à faire du rap, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Fais juste, Puis je voyais qu'il y avait un marché énorme. Fais juste expliquer, parce que, tu sais, en tout cas, peut-être du monde qui écoute Ouais. tout ça. C'est quoi du rap, juste pour nous expliquer ce que c'est? Hein? Du rap, c'est qu'est-ce que tu vois, ces véhicules, souvent, c'est des changements de peinture où tu vas voir, exemple, les immobiliers. Du lettrage, là, genre. Du lettrage, mais tu sais, tu peux faire des pellicules complètes que tu changes la couleur du véhicule. Fait que ça, ils appellent ça du rap. Fait qu'un 53 pieds qui est lettré, je sais pas moi, Provigo, Transport, exemple. ça, Robert Transport, exactement. Ça, c'est du rap à grandeur. Fait que c'est là qu'on s'est acheté les équipements puis on a commencé à faire ça. Okay. Fait que ça, c'était en 2000. Moi, chez Cogeco, on faisait ça, rapper des autobus avec... Ouais. Ah oui, Ouais. le rap des autos aussi chez Cogeco, puis Ouais. les radios, puis tout ça. Ben, Puis les... sans- Pas les 100%. autos, mais ouais, les autobus de la ville, ils rappent ça. Ouais, non, ouais. c'est cool, ça. Fait que c'est exactement ça que j'ai parti avec mon père, ça fait environ 9 ans. Okay. Puis là-dedans, on avait continué à faire la petite méthode de transfert que tu parles, Tristan, que tu faisais chez vous avec ton fer passé. Là. Et on avait continué à faire ça pour nos clients qui venaient et disaient hey, tu veux-tu nous faire 3-4 polos? Fait que tu sais, là, on faisait ça, puis ça grossissait pas vraiment le côté vêtements, mais moi j'étais un jeune qui aimait les brands de linge, puis j'aimais comment que c'était fait, puis quand c'était fabriqué, j'étais intrigué par ça. La merch, puis toutes ces choses-là. Fait que on a acheté une première petite presse sérigraphie manuelle. Je te dirais, ça fait 6 ans et demi, ouais, qu'on avait acheté une petite première presse manuelle. Puis ça, quand j'ai tombé là-dedans, j'ai trippé ben raide. Fait que là, j'ai commencé à apprendre toutes les méthodes, les techniques, les méthodes d'impression qui se faisaient pas au Canada. On parle de discharge, water base. Puis je suis devenu un expert dans tout ce qui était difficile, fait que les specialty prints que tu peux pas faire, puis tout ce que tu voyais, d'exemple, en Californie ou au Pakistan ou en Chine, des prints qui sortent de l'ordinaire. Mais concrètement, donne-nous un exemple de ce qu'on voit au quotidien ou ce qu'on achète, mettons, moi et Marc-Antoine, genre, que c'est ça que c'est. Ben, en fait, qu'est-ce que tu achètes? Par exemple, tu penses des chandails Hurley ou tu penses à des chandails Billabong, ces choses-là, que tu vas porter, qui sont vraiment agréables à porter, sont souples, sont confortables.
C'est parce que la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont prendre des encres à base d'eau, qui sont super doux puis minces, tu sais, c'est pas opaque. Ça va changer la fibre, la couleur de la fibre du chandail. Au lieu d'y aller, ils mettent une impression, un encre en plastique par-dessus pour bloquer les pores du chandail. Ouais. Puis qui va se mettre à... C'est ça qu'on voit que Money s'effrite au fil des lavages. Ben, tout ça. exactement. Exactement. Fait que, tu sais, le plastisol, c'est vraiment du plastique qui va par-dessus ton chandail qui bloque les pores du shirt. Tandis que l'encre à l'eau, le discharge, c'est vraiment un encre qui va rentrer dans la fibre, va changer la couleur de la fibre. Et c'est plus fait que, cher. Tu penses à tes... Ben, c'est pas que c'est plus cher, c'est juste que c'est plus compliqué à imprimer parce que les encres sèchent dans les soies. Fait que, tu sais, quand on parle de sérigraphie, là, on peut rentrer dans la technicalité, mais pour chaque couleur, il faut que tu développes une soie. C'est un peu comme la photographie dans une chambre noire. Fait que là, tu penses à faire un logo comme Metallica sur un chandail que la plupart du temps, ils ont comme 8-9 couleurs. Ben, quand tu vas faire un chandail avec 8-9 couleurs, ben, tu as 8 à 9 chances que tes encres sèchent dans tes soies. Fait qu'il faut vraiment que tu sois, t'aies de l'expérience, que tu sois assidu à savoir comment faire avec tes reducers, puis ton humidité dans ta shop, puis juste connaître le procédé pour être capable d'imprimer avec ces encres-là. Fait que la plupart des imprimeurs au Canada, ils veulent pas le faire. Puis les encres au plastisol, je te dirais que c'est comme le standard, ça fait 20-25 ans. Parce que c'est tellement le fun d'imprimer avec. T'as jamais de casse-tête, tu peux laisser ton client peut te passer une commande, puis tu laisses sa soie toute monter, puis il peut te repasser une commande dans 6 mois, puis ton encre n'aura jamais séché dans ta soie. Fait que tu sais, il y a plein d'avantages à utiliser des encres au plastisol, sauf que le désavantage, c'est le confort, le retail ready finish, puis le côté écologique, qui est pas là. Fait que nous, des fois, tu vois dans des bacs d'eau, ils mettent comme de la couleur, puis ils trempent un objet dedans, puis tout le truc pogne après. Là. C'est tout ça? Ça, c'est cool, ça, comme procédé. Ben, en fait, ça, ce procédé-là, c'est vraiment fait pour, exemple, tu veux faire des bacs de taux, là, full color. Ben, tu sais, un paint va avoir de la misère à faire ça 4 fois pareil. Tandis que quand tu vas imprimer ce vinyle-là, si tu veux, c'est vraiment fait avec un imprimante, ça, puis qu'ils mettent par-dessus l'eau. Là, ben, tu vas le dipper dans l'eau, c'est du water drip, si je ne me trompe pas le nom, là, ou le liquid. Ça colle après. Ouais, ça colle après, puis c'est fusionné là, oublie ça, c'est pas enlevable. C'est pas enlevable? Fait que c'est vraiment... Non, ça part pas. Okay. C'est vraiment du dye. Ouais. Ce procédé-là dans l'eau. Là. Mais c'est cool. Mais... Tu parlais tantôt, parce que là, tu parlais des wraps tantôt, puis là, tu parles de faire l'impression sur vêtements, puis tout ça. En termes d'investissement, c'est quel qui a coûté le plus cher à développer? Si tu les wraps pour mettons, les autos, comme on parlait tantôt, c'est vraiment au niveau du vêtement que vos investissements, ça a coûté le plus? Je te dirais que les investissements ont commencé à grossir quand on a commencé à avoir du volume dans le vêtement. Pour commencer une business de vêtements, ça coûte pas cher. C'est quand tu arrives et tu dis, OK, je veux faire du volume, c'est là que ça coûte cher. Fait qu'il y a pas d'entre-deux. Tu peux pas être moyen. Faut soit que tu sois petit ou tu t'es gros puis tu dis, OK, je vais prendre des prêts puis on va sauter, on va faire les grosses machines. Quand tu donnes des grosses machines, oublie ça, c'est 10 fois plus cher que qu'est-ce que ça coûte pour faire du rap. Tu sais, ça n'a pas de sens. Ouais. OK. Puis là, tu sais, mettons ton modèle d'affaires en ce moment, ce que vous faites chez Printees, tout ça, c'est quoi la répartition vêtements, rap, puis c'est quoi ta répartition clientèle aussi, ou en fait, je vais t'amener à deux places. C'est quoi ta répartition rap, vêtements, puis l'année passée, mettons, le 13 mois avant que tout ce qu'on sait arrive, c'était quoi ta répartition au niveau de ta clientèle? Ouais. Je te dirais que rap, vêtements, on a divisé les deux business maintenant. Fait que les deux sont comme séparés, mais en termes de chiffre d'affaires, je te dirais que le vêtement fait un 70% puis le rap fait 30%. Si on calcule en termes de volume. Puis notre clientèle, le 13 mois, je te dirais que c'est juste du événementiel. La plupart des gros brands, puis tout ce qui était gym de CrossFit, tout ce qui était fitness wear. Fait qu'on va s'entendre que dans le dernier 13 mois, on a été obligé de trouver des solutions pour faire rentrer la business. Parce qu'il y a 2 de ces 3 clients-là qui ont arrêté de faire business. Fait que nous, nos commandes, ils ont tombé à zéro. T'as-tu le droit des nommer, ces business-là, ou c'est pas pertinent? Ben, tout ce qui est événementiel, tu sais, tu peux penser à des gros... de la merch de spectacle, exactement. C'est ça? Ouais, okay. De la merch de spectacle, de la merch d'événements sur place. Tu peux même penser... Les festivals, ces affaires-là. Là. Exactement. Fait que, tu sais, je ne nommerai pas de nom, mais tu penses à... On connaît les festivals qu'il y a, là. Exactement. Fait que toutes ces choses-là... C'était des gros dossiers quand même, là.
100%, on était vraiment focusé dans tout ce qui était volume puis qualité d'impression parce que ça faisait longtemps on travaillait à aller chercher ce volume de clientèle-là à cause de notre qualité d'impression. Fait que, tu sais, c'était basé c'était basé sur tout ce qui était retail ready products qu'on peut livrer directement dans un retail store qui peut être vendu sur un shelf demain matin. Fait que notre modèle d'affaires, il était basé sur ça. Fait que là, quand ça l'a frappé, on a fait, wow, OK, on fait quoi? Nos grosses commandes de 10 000, 15 000, 20 000 chandails, il n'y en a plus. Ils sont tombés de, OK, on en a une à toutes les semaines, 2 fois par semaine, à 0. Puis c'est comprenable. Puis du jour au lendemain, il n'y avait plus de festival, il n'y avait plus d'événements. Puis tu sais, les gyms de CrossFit, ils ont tout fermé. Ben, tous les gyms points ont fermé, je veux dire. CrossFit, exactement. Mais tous les gyms ont fermé. Mais ouais, mais il me semble, puis il y avait quelque chose qui m'avait accroché là, quand on s'était parlé, là, quand on s'était rencontrés, mais tu m'as parlé qu'il y a de quoi qui est arrivé en même temps, puis là, je vais le dire, mais je pense que c'était une affaire de syndicat ou quelque chose au niveau des t-shirts qui vous a comme sauvé à la mise un peu, ou je sais pas. On a tellement été chanceux, là, ça nous a permis de... Mais t'as l'air d'un gars pas mal chanceux déjà à base, si j'écoute depuis tantôt, là. Le gars, il se casse les jambes, il se casse le cou, tout ça. Ouais, il est toujours vivant, il est alité, il est là, je marche encore, je pisse, tout va bien. Le gars, il est né sur une bonne étoile. C'est ça. Ouais, mais man, si bol. 100%. Ah, puis je remercie la vie à tous les jours, man, d'être capable de faire ça, puis de continuer à triper, puis de rêver de grossir cette business-là avec du monde qui me font capoter tous les jours, tu sais. Es-tu encore parlé avec ton père là-dedans, ou? En fait, mon père s'occupe de toute la division de rap, puis oui, on est encore partner, puis mon frère s'est ajouté à nous dans la business de vêtements. Ça fait pas si longtemps que ça. Fait qu'on est rendu les trois ensemble, puis j'ai ma conjointe aussi qui est avec nous là-dedans. Fait que c'est familial, puis c'est vraiment un business communautaire. Écoute, on va faire un aparté. Comment tu trouves ça être dans une business familiale? Moi, personnellement, je trippe parce qu'on a toutes nos forces. Parce que c'est ta famille. Puis si mettons, j'appelle ton père, ton frère, ta blonde, ils vont me dire quoi, eux autres? Je pense que ça va être pas similaire, sincèrement. Je te dirais que le plus tough, c'était de travailler avec mon père. Puis le jour qu'on s'est séparé les divisions, on s'est vraiment compris, puis on a vraiment été capable de grandir ensemble. Quand on travaillait ensemble dans la même division, surtout qui était le rap, lui s'occupait tout de ce qui était vente, puis moi je m'occupais tout de ce qui était plus production. Puis j'étais encore jeune, tu sais, j'avais 18 ans quand j'ai parti la business avec lui. Puis au début, tu sais, pas qu'il me faisait pas confiance, mais il double-checkait en arrière de moi. Puis mon père, c'est quelqu'un d'extrêmement logique. Puis moi, de l'autre bord, ben, je suis quelqu'un d'extrêmement logique aussi. J'ai grandi avec toute ma vie. Fait que quand il y avait une erreur qui arrivait ou une machine qui fonctionnait pas, puis là, il venait me voir, il me disait, t'as-tu fait ça? Ah, puis t'as-tu essayé de faire ça? T'as-tu essayé de faire ça? Ben moi, ma petite mèche, j'ai pas. Oui, j'ai fait ça. Fait que c'est juste qu'on avait des frictions qui arrivaient là, mais le jour qu'on a séparé les deux divisions, puis que moi, je me suis occupé du vêtement à 100%, puis lui s'occupait du rap à 100%, je pense qu'on n'a pas avoir une meilleure complicité là ensemble. Mais fait que là, dans le fond, on va revenir un peu en arrière parce que c'est cette histoire-là qu'on veut comprendre. Là. Dans le fond, tout arrive, puis là, la pandémie arrive, le linge. Tes événements, tout ça, shut down. Fait que là, il faut que le buzzword, tu te réinventes, right? Fait que là, qu'est-ce que t'as fait? Ben, avant de se réinventer, on a eu la chance de notre vie, je te dirais, là, d'être capable d'avoir un job de 165 000 chandails pour un syndicat qui s'appelle la CSN. Puis pendant ce temps-là, ça a pris 2 mois et demi à imprimer ce job-là. J'ai été capable de penser à qu'est-ce qu'on était pour faire, comment on était pour trouver une solution, pour engager probablement notre personnel quand on était pour avoir le droit, parce on n'avait pas le droit vu qu'on n'était pas techniquement essentiel. C'était moi, mon père, ma conjointe qui imprimait le chandail. Fait que là, pendant ce temps-là, on brainstorm. OK, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller se trouver des solutions comment? On va aller trouver des solutions où? Puis c'est là que, tu sais, imprimer des chandails pendant 8 heures de temps dans une journée, je te dis que t'as le temps de penser à du stock. Fait qu'on a été bénis par les dieux encore là, si on veut le dire de même. Là. Le 11 mars 2020, on a eu un appel, puis le client arrive, il m'appelle, il dit hey, on aurait une job 165 000 chandails pour la CSN à faire. Est-ce que vous êtes intéressé? Là, on sait que vous avez assez de couleurs, tu sais, votre machine de sérigraphie pour les faire. Fait que là, moi, premièrement, je dis OK, oui, c'est pour quand? Puis c'est quand vos délais? Ah, ça presse pas, c'est pour environ dans 2-3 mois. Fait que là, finalement, on fait une estimation. Le client se prend 3 jours, il dit OK, parfait, c'est bon, on y va. Fait que là, moi, je suis comme OK, wow, là, le COVID arrive.
le 14 mars, je pense que c'est là que tout a shut down. Fait que là, moi, j'appelle le client. Tu sais, on est du monde transparent. Ouais, Fait que fait ce que je cette fais, journée-là, moi, fait que tu t'en rappelles, hein? Fait que là, le 14, j'appelle le client. Puis je dis, je dis, c'est encore un go, tu sais, avec tout ce qui se passe, tu sais, je serais pas fâché si tu me dis que ça fonctionne pas, je comprends. Puis il me dit, non, il dit, regarde, les gars du syndicat, ils veulent vraiment leur vêtement, on est prêts à avoir ça, on a hâte. Il dit, ça continue. Fait que j'ai dit, OK, good, tant mieux. Fait que tout le staff est parti, puis heureusement, ils sont juste partis pendant 1 mois et demi de temps. On a été capable de les rappeler après, quand ça l'a reparti les choses, là. Puis on avait le droit de les rappeler. Mais pendant 2 mois et demi, on a imprimé des chandails bleus en arrière dans le shop. Puis on s'est sauvé la peau des fesses, comme on dirait, là, avec ce job-là, qui nous a aidé à se réinventer après ça pour trouver d'autres solutions. Ouais. Puis là, justement, c'est, tu sais, t'as passé d'une business qui était essentiellement quasiment 100% événementiel, comme tu nous as parlé tantôt, puis là, ça t'a permis de réfléchir, puis c'est où ça t'a amené, où vous êtes rendu, là, tu sais, dans la business de Printees, tout ça, au niveau du vêtement, parce que vous êtes, tu sais, je veux dire, vous êtes réinventé, mais vous êtes toujours dans le vêtement, ce qui est quand même assez phénoménal, parce que quand tu penses à ça, dans la dernière année, j'ai tellement entendu d'histoires de business dans Guinée, là, tu sais, c'est souvent ça qu'on dit, là, qui ont planté, qui ont crashé, puis je veux dire, tout le monde en lit à tous les jours des histoires comme ça, là. Ouais, des histoires d'horreur. Tu sais, nous, notre business n'était pas fondé, puis ça part de nos valeurs, puis en arrière de quoi que j'ai bâti la business. On n'est jamais, c'est jamais une game qu'on joue pour être les meilleurs ou pour être, comment je pourrais dire, la crème de la crème d'un département ou d'un service qu'on peut offrir. Notre service ou notre idée de notre entreprise, c'est de toujours être mieux, de toujours travailler sur nous-mêmes, de toujours grandir. Fait qu'en gardant ça en tête, que ce soit d'imprimer des chandails ou faire de la broderie ou trouver des nouvelles solutions avec le marché qui change, c'est sûr et certain qu'on va les regarder parce qu'on recherche toujours à être meilleur. Fait que quand on est arrivé dans la pandémie, puis on a vu qu'est-ce qui est arrivé avec nos clients, on s'est dit, OK, ben on offre déjà un service incroyable à nos clients parce que notre objectif, c'est de les aider le plus possible pour rendre ça le plus simple pour eux de commander. Fait que si c'est du événementiel, on sait comment ils ont du temps à passer à travailler sur l'événement, à préparer l'événement. On veut rendre ça le plus simple possible pour eux de commander du linge. Fait qu'on s'est dit, OK, tant qu'à le faire at large, au gros de ce monde qui font des événements, pourquoi pas l'offrir at large? Fait qu'on s'est bâti un site web en ligne où est-ce que tu peux faire des transactions en ligne, que tu peux aller même designer ton t-shirt sur notre site web. Fait que ça a été le step numéro 1. Après ça, numéro 2, on a commencé à faire des boutiques en ligne pour tout ce qui était les compagnies brick and mortar, si tu veux, qui ont un pied à terre pour pouvoir les aider à faire du financement. Fait que si c'était un petit café ou c'était un resto ou ces choses comme ça, on s'est dit qu'on va faire une boutique pour eux pour qu'ils puissent vendre les vêtements sans avoir aucun investissement. Fait que nous, à fond, on bâtit les affaires qu'on entend, les boutiques éphémères, les pop-up shops, des choses comme ça, mais complètement virtuelles. Ouais. Okay. Exactement. Fait que ça leur permettait de faire de l'argent en étant fermés. Puis tu sais, surtout les restaurants qui n'avaient pas de take-out, ces choses-là, c'est eux qu'on les approchait en premier. On était genre, hey, regarde, on a une solution qui est 100% gratuite. Premièrement, ça va faire tourner nos machines, nous autres, dans notre shop. Puis deuxièmement, ça va vous donner 30% de profit sur toutes les ventes. Fait que c'était pas, on n'essayait pas de vendre un produit, on essayait réellement d'aider nos proches dans notre ville puis dans qu'est-ce qui était local. Fait que ça a super bien fonctionné, puis on allait chercher quand même beaucoup de ventes de ça. Puis après ça, quand on a fait ça, on a dit pourquoi est-ce qu'on n'offrirait pas. Excuse les boys, là, j'essaie de voir. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, mais ça coupe un petit peu des fois, je sais pas si mais ça coupe un petit peu des fois. Ok, dis-moi là, j'essaie de bouger de place, là, je vais voir si c'est pas mieux comme ça, là. Attention à ton cou quand tu bouges, par exemple. Ouais, c'est ça, je bouge tranquillement, là. Si jamais ça coupe encore, dites-moi là, je vais essayer de bouger de place. Non, là, ça rentre pas pire, là. Ok, good. Fait que, qu'est-ce que je disais, c'est que c'est ça, on avait commencé à faire des boutiques en ligne pour les restos puis les petites compagnies locales. Puis on a dit, avec ce système-là, pourquoi est-ce qu'on commencerait pas à l'offrir aussi pour les business? Principalement les compagnies de construction qui n'ont jamais le temps de commander du linge parce qu'ils sont débordés avec ce qui se passe en ce moment. Ils ont juste trop d'ouvrages. Fait que on s'est dit, OK, on va offrir des boutiques pour les compagnies pour faire du brand awareness dans leur
team, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup d'engagement, puis de ces choses-là, de nouveaux personnels qui rentrent. Fait qu'on s'est dit, on va faire des boutiques pour les compagnies de construction, pour les compagnies qui ont besoin d'aide ou ils ont besoin d'avoir un brand recognition avec leur staff. Fait que là, c'est qu'on a créé des boutiques pour voyons, comment je pourrais dire ça? Les boutiques les sont compagnies hébergées sur ton propre site à toi, genre, comme tel? C'est tout notre propre site, en fait, là. C'est une plateforme qu'on utilise qui s'appelle Inksoft, qui est un logiciel aux États-Unis qui nous permet de faire ça. Puis ça prend environ, je te dirais, 35-40 minutes de créer une nouvelle boutique pour un client avec tous ses produits personnalisés. Fait que c'est comme absolument un gratuit le service qu'on offre. Fait que t'es comme un répertoire. Fait que moi, mettons, ma compagnie, je pourrais avoir, mettons, mon espace sur ton site qui est comme indépendant de ta business que tu fais normalement, puis je pourrais vendre mon stock directement sur ton site. Exactement. Donner un lien à mes clients. On a plusieurs manières de le présenter. Faire un t-shirt. OK. Mais attends, puis je comprends bien ce qu'il y a pour les entreprises, c'est que, tu sais, name of the game maintenant, c'est souvent, tu sais, ce qui coûte cher, c'est tenir de l'inventaire. Fait que toi, t'offres en plus, le risque de tenir l'inventaire, c'est votre entreprise qui le prend sur ses épaules. Exact. Puis tu sais, la réalité, là, je vais être transparent avec toi, c'est qu'on ne prend pas le risque de tenir l'inventaire sur nos épaules. C'est qu'on a investi dans un nouvel équipement qui nous permet d'imprimer à l'unité. Fait que le seul risque qu'on a, c'est l'inventaire qu'on a qui est blank. Mais tu sais, on va se le dire, des chandails noirs, des chandails gris, des hoodies noirs, des hoodies gris, des casquettes noires, ça va se vendre. Fait qu'on n'a pas un réel risque vu qu'il n'y a rien qui est personnalisé. Nous, on le personnalise au fur et à mesure. Puis vu qu'on le tient en inventaire, c'est livré en dedans d'1 à 3 jours. Fait que tu sais, la game est acheter un t-shirt no name là, chez vous, là, dans le fond, une calotte avec rien dessus, puis la titre. Ouais, okay. 100%. Mais l'idée, c'est que tu le fais avec le branding, c'est que tu imprimes ça avec le branding des entreprises. Mais tu peux-tu sais, t'as peut-être pas, t'es peut-être tenu par des contrats et tout ça, mais tu peux-tu nous dire des entreprises avec qui tu travailles couramment puis qu'on connaîtrait ou Certainement. Ben tu sais, tantôt, Marc, tu parlais de golf, mais vous allez connaître Mulligan. Oui, le magasin comme le Golf Town. Exactement. Bon, ben Mulligan, c'est un de nos clients que lui utilise pour tout son staff qui vont faire soit la collecte de balles ou même en magasin, qui vont porter du linge pour un brand recognition avec l'équipe. Mais c'est tous nous autres qui font leur linge interne à 100%. Fait que c'est un de nos clients X qu'on fait affaire avec. On peut parler des maisons Unfab, on peut parler des clients Carpel qui font toutes les surfaces synthétiques, des grands centres olympiques, ces choses-là. Ça fait partie de nos clients qu'on a fait des boutiques staff, si tu veux, pour eux, là, qui n'ont pas besoin d'avoir aucun inventaire, qui commandent au fur et à mesure à toutes les fois qu'ils ont des nouveaux membres de leur équipe qui s'ajoutent. Puis c'est quand même des bons clients. On en a parlé dans d'autres épisodes quand on parlait des ventes et tout. Comment vous faites votre développement d'affaires? Ben, principalement, pour tout ce qui est boutique, c'est du bouche à oreille. Je te dirais que c'est le service qu'on offre dans nos boutiques qui est hors pair parce qu'on est des gens on est du monde humain. On aime parler au monde, on aime aider les gens, on aime trouver des solutions pour que ça soit plus simple pour eux autres. Fait que le bouche à oreille dans tout ce qui est boutique, et c'est ça qui nous fait grandir de ce côté-là. Puis tout ce qui est en ligne, c'est Google, Facebook Ads, remarketing, du Instagram, de faire des podcasts avec vous autres, de se faire retargeter. C'est ça notre solution pour en ligne. Puis je te dirais que ça grandit beaucoup plus rapidement qu'on n'aurait pu jamais penser. Parce que tu sais, ton contrat de la CSN, je veux dire, t'as pogné ça avec du bouche à oreille ou comment comme c'est arrivé de même? Le contrat de la CSN, il est venu parce qu'encore là, comme je te dis, on est du monde humain et on aime ça aider les autres. La plupart des imprimeurs au Québec qui ont de la difficulté à faire des logos plus complexes, ces choses-là. Il y en a qui vont m'appeler. Fait que là, ils vont me dire hey, t'es-tu capable de me développer mes films négatifs pour que je puisse faire ce job-là pour mon client? Fait que là, moi, étant un gars qui aime aider le monde, je suis ben oui, ça me fait plaisir, puis je leur fais, puis je leur envoie. Ben un jour, il y a quelqu'un qui m'a gratté dans le dos. Lui, il s'est fait demander de faire la job de la CSN, mais il n'y avait pas 8 couleurs. Fait que il a référé le client directement chez nous. Il disait hey, regarde, ça, c'est un bon gars, tu vas voir, il imprime super bien. Appelle-les. Ça me fait plaisir, tu sais. Fait que c'est comme ça. Une chose que tu m'as pas dit, les employés de la shop ont voulu se syndiquer. Wow! Non. Ça, c'est drôle. Non. C'est comme ça qu'ils ont payé le contrat. Quelle belle histoire. Ouais. Fin.
Non, Nice. c'est histoire Wow. d'horreur, ça aussi. Mais non, mais attends, mais j'ai-tu compris, Sean, que il y a vous êtes tellement bien équipés, puis vous êtes, écoute, je peux me tromper, là, mais vous êtes tellement à la fine pointe qu'il y a des imprimeurs qui passent Ouais. par toi pour faire certaines parties de leur travail parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. C'est pas qu'ils ont pas ce qu'il faut, je pense que c'est plus les connaissances. Tu sais, comme que je disais tantôt, là, quand je rentre dans quelque chose, ben, Ok. j'aime ça, devenir l'expert dans ce métier-là. Puis on parle, tu sais, quand on parle de technicalité complexe en sérigraphie, c'est tout ce qui va dans un logo avec des trames. Fait que tu veux reproduire une photo sur un chandail ou tu veux reproduire un effet dégradé ou une trame de, je sais pas moi, de jaune à vert, ben, comment tu vas faire pour la reproduire quand que tu penses que tu imprimes de l'encre à travers une soie, une mèche? Mais faut que tu recréer des points pour recréer la trame dans un logo. Tu sais, c'est pas une imprimante digitale qui imprime sur un chandail, là. Fait que c'est de savoir dans Photoshop comment faire la séparation de ces couleurs-là avec le nombre de couleurs que tu as dans ta machine. Fait que c'est plus une expertise parce que je pense qu'il y a plein d'autres imprimeurs au Canada qui ont les mêmes ressources que nous. C'est plus, je pense, qu'ils n'ont pas les connaissances. Ça fait longtemps qu'ils impriment avec du plastisol, comme que j'expliquais tantôt. Puis tu sais, ça fonctionne, ils font de l'argent avec ça, mais ils se cassent pas la tête pour améliorer ou pour innover dans leur business parce que ils sont bons à imprimer, puis c'est de même qu'ils ont bâti leur business, tu sais. Puis nous étant un peu l'inverse, qu'on veut tout le temps devenir mieux puis meilleur, on cherche à trouver des nouvelles solutions. Fait que tu sais, je pense que tout le monde qui se lance en affaires a besoin d'être bon avec le service qu'il va offrir. Fait que moi, je suis pas prêt à dire qu'on est les meilleurs imprimeurs au Canada ou au monde. Premièrement, on pourra jamais le savoir. Puis deuxièmement, je pense pas que c'est un objectif qui est réaliste parce qu'une fois que tu l'as, ben tout ce que tu fais, c'est que tu n'essaies pas de te faire battre. Fait que tu sais, nous autres, dans notre team membership, quand on parle à notre staff et à notre équipe, on est tout le temps dans le mindset de hey, regarde, on est ici pour devenir meilleur, puis on est ici pour s'améliorer. Peut-être qu'on est les meilleurs, mais si on le sait pas, puis on va toujours essayer de devenir mieux. Fait qu'offrir un meilleur service à notre client, essayer de l'aider encore plus, pouvoir trouver des solutions, même si c'est pas nous qui peut y offrir la solution, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Fait que c'est vraiment dans ce mindset-là qu'on est capable de grandir puis qui fait en sorte que moi aujourd'hui, je suis capable de déléguer. Tu sais, on est parti d'être une entreprise de 6 employés temps plein avec un employé temps partiel avant le COVID à maintenant être 12 personnes. À cause de cette mentalité-là qui nous fait grandir, tu sais. Ouais. OK. Puis écoute, je veux pas je veux pas être oiseau de malheur, je veux pas rien jinxer, fait que je vais pas poser une question fermée, je vais poser une question ouverte sur celle-là. C'est quoi l'avenir, d'après toi, du textile, du vêtement, puis du textile, du vêtement comme on le connaît? On est-tu vraiment dans une période de transformation complète? Y a-tu il va y avoir blood on the streets, puis ça va être terrible. Comment tu vois ça, l'avenir de ça? Je pense que l'avenir c'est une super belle avenir. C'est juste que les entreprises, ça fait longtemps qu'ils font de la sérigraphie. Puis on peut les appeler un peu les dinosaures. Dans l'industrie, ils n'auront pas le choix de s'adapter puis de changer. Les gens, tu sais, nous on l'a vu avec nos clients qui commandaient du gros volume. Tu sais, cette année, qui veulent commander multiples batchs de designs différents avec plus petit volume, à cause que le marché, ils veulent répondre au marché le plus rapidement possible. Fait que, tu sais, tout est sur les réseaux sociaux, tout est en ligne. Tout se fait, je le vois aujourd'hui, je le veux demain. Amazon a créé cet engouement-là que les gens expectent aussi. Fait que la plupart des business, ils n'auront pas le choix de changer de sérigraphie qui est très labor intensive, qui demande beaucoup de temps de manutention, à aller vers du digital, qui est, tu mets un logo dans ton ordinateur, tu le mets dans ton imprimante, puis ça l'imprime directement sur le chandail. Un chandail différent à tous les chandails que tu imprimes. Fait que, tu sais, le futur, je pense que ça va vers ça, au lieu d'être des grosses batch de production qui va être distribué dans les magasins que tu vas aller acheter en magasin. Puis ça, il y a une grosse partie là-dedans que le COVID a fait, tu sais, a créé ça à cause que tu peux plus magasiner, il faut que tu magasines en ligne. Fait que les gens, ils ont pris l'habitude, ils ont pris goût à magasiner en ligne aussi. Fait que c'est rendu au point où est-ce que, OK, ben, j'ai vu ça hier, je le veux aujourd'hui. Mais les brands veulent répondre à ça aussi. Fait que les brands, au lieu de faire des grosses batches de 18 000 chandails par design, ils vont descendre leur batch, leur production de 500 par design. Mais au lieu de faire 72 designs dans une année, ils vont engager 15 designers, puis ils vont faire 450 designs. Tu sais, fait qu'ils vont faire le même chiffre d'affaires, le même volume, juste différemment. Wow. Ça coûte-tu, puis ça...
En fait, ça coûte plus cher d'après toi aux entreprises ou ça leur coûte moins cher? Cette nouvelle solution-là puis cette nouvelle façon de faire-là, ça va-tu amener des économies d'échelle? Ça va ou c'est. Parce que, tu sais, essentiellement, ce qu'on comprend depuis ce qu'on se parle tantôt, c'est que maintenant, un peu plus qu'avant, tu sais, tu l'as bien dit, là, je pense que tu l'as bien évoqué. Hein, avant, les compagnies se commandaient des badges de 18 000 chandails avec toutes les grandeurs, puis là, il fallait qu'ils passent au travers de ça, puis c'était budgété. Là, ils font des plus petites batches, ils ont moins d'inventaire à tenir, mais est-ce que c'est-tu vraiment plus viable économiquement de faire ça comme ça? La raison pourquoi c'est plus viable, c'est parce que, oui, le chandail coûte plus cher à produire, mais tu n'as jamais de perte d'inventaire. Deuxièmement, ton storage d'inventaire, tu n'as plus besoin de le payer. Parce que quand tu vas produire des petites batches puis du sur-mesure, si tu veux, c'est l'imprimeur qui va le distribuer pour toi à ton nom, avec tes étiquettes, avec ton label sur le sac. Fait que dans le fond, tout ton storage room que tu as, puis ton pied carré que tu as, tu le disparais, puis tu mets du staff qui fait des designs. Fait que ton labor cost va diminuer, ton warehouse cost va diminuer, mais ton product cost va monter, sauf que tu n'as plus jamais aucune perte. Fait qu'exemple qu'à la fin de l'année, on parle des grosses compagnies qui ont une perte de 10% de stock qui est over, qui ont besoin de le vendre chez Winners à perte, ben ils en auront plus. Fait que moi, je pense que ce qui va arriver, c'est que Winners, ils auront pas le choix de se réinventer dans 10-15 ans, parce qu'il n'y aura plus de produits qui vont arriver chez Winners. Tout va être vendu sur mesure. Oh! Ouais. On l'a entendu ici. Winners. Ça ira pas bien dans une couple d'années. Je pense qu'il va être capable de se réinventer. C'est assez gros. Il reste toujours HomeSense. En tout cas. Ouais. Pas mal la même compagnie. Ouais. C'est plate quand t'arrives là, mettons, tu veux 2 lampes, ils en ont comme juste une. Il n'y a aucune chance que tu la retrouves 2 semaines plus tard parce que c'est pas. C'est ça. Ouais. Tu sais pas d'où qu'elle vient en plus. Hein. Tu sais pas d'où c'est arrivé. Puis là. C'est ça. Mais bon, des fois, tu trouves des affaires. Anyways. Okay, crime, je sais pas, Tristan, avais-tu d'autres questions pour non, Sean? Mais écoute, tu sais, c'est un peu ce que je trouve intéressant dans la discussion aujourd'hui, c'est que c'est vraiment c'est un monde que je connais moins. Toi, Marc-Antoine, tu connais-tu plus un peu ça, tout ce qui est le promotionnel, tout, j'imagine que tu as un peu plus touché à ça dans ce que tu as fait. Ben, promo, plus ou moins, là, dans le fond, moi, c'était, tu sais, comme on parlait de rapping tantôt, fait que oui, dans ce que j'ai fait, on en faisait, veut pas. Tu sais, j'ai pas eu des clients à moi comme tel. Ah non, c'est pas vrai, dans le fond, j'ai eu des labels de musique, là, mais c'était pas dans la merch et tout, là, mais fait que non, je te dirais comment ça fonctionne dans ces magasins-là, puis dans l'impression de t-shirt, j'ai pas trop d'expérience là-dedans. J'ai vendu des photocopieurs, puis il y avait de la sérigraphie, mais c'est pas mal tout, là. C'est pas mal tout mon knowledge, je te dis. Ouais, mais c'est ça. J'ai travaillé dans des magasins de sport puis les magasins proches qui imprimaient des t-shirts. T'as travaillé à Capsule Sportive? Non, je travaillais au monde des athlètes en face de la Capsule Sportive. Okay. Mais j'allais à la Capsule Sportive voir mes chums qui imprimaient sur des t-shirts. Ouais. C'est quoi? Puis, tu sais, on parlait d'avenir tantôt, Sean, c'est quoi l'avenir de l'impression, ces t-shirts? C'est quoi les prochaines choses qui s'en viennent, les innovations? Voyez-vous ça arriver? Ou il y a des... Parce que là, tu parlais d'encre à l'eau, tu sais, en fait, moi, ce que je comprends, c'est, tu sais, mettons, quand t'as des chandails de sport, moi, j'ai des vieux chandails de sport là, dans le temps là, qu'on se faisait, puis justement, c'est les chiffres dans le dos, puis à chaque fois que t'es mis, t'as chaud, à la seule place où il y a les chiffres, c'est là que t'es en sueur, tout ça. C'est dégueulasse, puis c'est pas le fun, ton chandail te colle sur la peau. Puis là, tu me parles de encre à l'eau, fait que maintenant, ce que je comprends, c'est que l'encre blend avec le tissu, puis justement, c'est beaucoup plus confortable, c'est les t-shirts aujourd'hui qu'on s'achète. L'avenir, y a-tu de l'innovation qui s'en vient là-dedans? Je pense à tout ce qui est vêtements, tout ce qui est plus technique va se développer encore plus dans les prochaines années. Fait que tu vois Gymshark qui innove beaucoup avec tout ce qui est seamless, qui est fait vraiment tisser sur mesure. Je pense que ça va venir de plus en plus dans tout ce qui est corporate wear, qu'on voit pas. Le coton est encore très, très populaire. Le polyester commence, mais le polyester a ses problèmes à cause du côté synthétique de la matière. Fait que moi, je pense que l'innovation va venir plus dans tout ce qui est synthétique. Les fibres, tu penses à du Lululemon, à du Under Armour, à du Nike, qui est vraiment plus technique. Je pense que c'est ça qui s'en vient dans le corporate wear puis dans le merch en tant que tel aussi. Le coton, il va rester là parce que c'est la base que tout le monde connaît. Mais je pense qu'il y a des nouvelles
matières qui vont sortir, qui vont être vraiment agréables à porter puis confortables. Puis au-delà de ça, dans l'impression, c'est incroyable comment que les machines ils se développent à chaque année. Tu sais, un de nos plus gros fournisseurs de machines, Cornet, qui sortent une nouvelle machine dans environ 15 jours, que je sais pas c'est quoi qu'ils vont sortir, mais it's the next greatest thing. C'est comme ça qu'ils le marketent, tu sais. Fait que j'ai hâte de voir réellement ça va être quoi. Mais tu sais, les encres à l'eau, on en parlait tantôt, c'est une chose maintenant qui peut être imprimée directement sur un t-shirt avec, tu penses, une imprimante maison boostée c'est stéroïdes qui imprime directement sur un t-shirt. C'est maintenant, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Puis ces machines-là peuvent imprimer au-delà de 150 chandails à l'heure avec aucun design pareil dessus. Tu sais, c'est du jamais vu avant en sérigraphie, là. Pour nous donner une idée, là, quand tu as commencé, tu en imprimais combien à l'heure des t-shirts? Moi, quand j'en imprimais à l'heure à la main, je faisais environ 60 chandails à l'heure. Après ça, on a tombé dans des machines automatiques de sérigraphie. Puis là, tu tombes dans du 5, 6, 7, 800 à l'heure. Mais ça, c'est tous des chandails pareils. Quand on parle de chandail, aucun chandail identique, d'être capable d'en faire 150 à l'heure. Parce que tu mets un moule là, dans le fond, puis que ça. Ben oui. C'est ça. Exact. Un moule, c'est ça que t'as dit, Marc? Tu mets ton canevas dans le fond qui va imprimer sur toute ta batch. Là. C'est ça, 100%, t'as compris. Ouais. Fait que, tu sais, au lieu d'être fait de cette manière-là, ben maintenant, c'est imprimé dans le travail de machine digitale. Mais cette machine-là, elle a jamais de downtime. T'es jamais obligé de remettre un autre moule dans la machine. T'es jamais obligé de remettre des nouvelles angles, des nouvelles soies. Tu fais juste peser. Fait que, tu sais, quand tu penses aussi à chiffrer ta machine et ta rentabilité, mais tu dis, OK, cette machine-là est capable de produire 150 impressions à l'heure, fois 8 heures, fois 3 $ de profit par impression, exemple. Fait que t'es capable de savoir exactement ta rentabilité dans une année. Tandis qu'avec la sérigraphie, chaque job est différent. Une job 3 couleurs prend plus de temps. Une job 1 couleur est très rapide, mais OK, elle demande de faire 2 tours. OK, ça, c'est un petit peu plus longtemps. Fait que c'est dur de donner un time frame à tes clients. Ta job va être sortie dans 3 jours, dans 5 jours, 7 jours, avec la sérigraphie. Tandis que le côté digital, on sait exactement nos machines sont loadées à combien de temps, puis on peut dire à notre client, OK, ta job va être sortie dans 2 jours, 24 minutes. Fait que c'est la nouvelle era, c'est la nouvelle manière de fonctionner, je pense, qui va révolutionner l'impression, le marché d'impression. Très cool. Nice. Très nice. Ouais. Écoute, moi, j'en ai appris pas mal. Là. Moi, avec, ton parcours est assez hot, en fait. Et là, c'est ça, je sais que ça a coupé une couple de fois pendant le podcast. Je sais pas si ça va mal sortir ou quoi, mais bon, bref. L'essentiel a été dit, je pense. Ouais, puis écoute, c'est un parcours assez impressionnant. Hein, comme tu dis, Marc, écoute l'histoire du motocross, commencer ce jeune. Casser le cou après, casser le cou. Les hanches. Dans le fond, c'est un robot. On a invité un robot. Ouais, pas mal. Je marche comme un robot en ce moment, je vais vous le dire tout de suite. Non, ça je te crois. Ouais. Nice. Fait que Crime, je sais pas, Tristan, si t'avais d'autres choses, là, je pense que ça fait Crime, une bonne heure. Je pense que ça fait quand même le tour de ce qu'on avait à jaser. Ouais. D'après moi, ça va en avoir inspiré quelques-uns. C'est vraiment un beau parcours. Ouais, puis tu sais, comme je disais au début, pour rapper ça, je pense que ce qui est intéressant, c'est justement, on l'a tellement entendu dans la dernière année le mot de se réinventer, puis justement d'avoir une histoire. Pis... C'était tout le temps un peu de la merde, mais là, on a une belle histoire. Hey, là, on peut vraiment dire, c'est vrai que tu peux te réinventer dans la vie, là. Ça marche, se réinventer. Là. Puis même si tu frappes un arbre en motocross, tu peux te réinventer aussi. Hein, fait que, bon, c'est cool. C'est vrai, ça, je peux vous le confirmer. Merci, j'apprécie vraiment. Je vais vous le dire. La fin de ton côté. Ben, tu sais, pour finir sur ça, là, nous, on investit là, la majorité de notre temps et notre argent dans l'équipe et dans notre vision de l'entreprise. Puis c'est ça réellement qui va nous faire passer à travers pas mal n'importe quoi et qui va nous aider, je pense, à se réinventer. Parce qu'on n'est pas tout seul à penser à ça puis à vouloir que ça l'avance. Fait que, tu sais, je suis à dire qu'on est là 13 mois plus tard à savoir réinventer. Mais la réalité, c'est que les 12 personnes que je travaille avec tous les jours, ils étaient là aussi pour mettre la main à la pâte puis à trouver des solutions pour qu'on puisse avancer, qu'on puisse continuer à faire ce qu'on aime. Fait que tu sais, d'avoir une équipe qui est là qui peut nous backer, qui peut nous supporter, c'est incroyable. Fait que nous, on investit énormément notre temps puis notre énergie dans eux.
Puis j'espère qu'un jour, quand je serai plus là, la mission de l'entreprise va continuer à rouler puis à continuer à grandir, de vouloir aider des gens à trouver des solutions pour rendre ça encore plus simple, faire l'argent, promouvoir leur compagnie ou même vendre du linge, tu sais. Fait que c'est pas mal ça, les gars. C'est clair. Cool, c'est clair. C'est cool, ça, justement, d'entendre justement des entrepreneurs qui ont à cœur, tu vois, le bien-être des employés. Là. Ouais. C'est important, je pense, puis ça fait que, justement, comme tu as dit, vous en êtes où vous en êtes aujourd'hui, probablement en grande part grâce au team. Là. C'est ça qui est hot. 100%. Yes. 100%. Great. Tac! Tristan, Good. un mot final? Ah non, mais je cherche un mot final depuis tantôt, puis j'en ai comme. Faut que je me prépare au mot final. Marc-Antoine il est fort dans la transition, tout ça. Puis là, aujourd'hui, j'ai comme. On je dirait sais que tu pas. parles dans ta tête, mais à voix haute. Je vais dire miraculé, ce serait mon mot de la fin aujourd'hui. Parce que quand je pense à Sean, c'est un miraculé. Ça va être ça mon mot de la fin aujourd'hui, Marc. Cool. Good. Merci, boys. Sean, merci d'avoir accepté l'invitation. C'était super intéressant pour vrai. On est bien content de t'avoir reçu. C'est super, bien apprécié. Beau parcours. Encore une fois. Puis, merci, gars. Nous, on va rappeler. Cool. Oui, certainement. On va juste rappeler nos plateformes à la fin, avant de vous quitter. Donc, suivez-nous, dans le fond, sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcasts et sur SoundCloud. Notre page Facebook Entre deux Martini, notre compte Twitter @2martini et notre courriel entre2martini@gmail.com. Avant de raccrocher, en fait, Sean, je sais pas, toi, dans le fond, peut-être tu pourrais nous donner ton site web qu'on pourrait mettre aussi dans les notes, là, si les gens veulent aller voir, s'il y a de l'intérêt pour se faire imprimer des chandails et tout, là. Tu pourrais peut-être nous donner ton site au micro, puis on va l'ajouter aussi dans les publications. Ouais. Certainement, vous pouvez aller voir sur notre site web, c'est Printeez, PRINTEEZ.com. Puis encore là, si vous voulez aller voir qu'est-ce qu'on fait, ça va nous faire plaisir de vous aider, de vous guider. Si vous voulez juste jaser, ben notre équipe de staff, ça va nous faire plaisir de jaser aussi. On aime ça parler, puis apprendre de vos nouvelles, puis grandir avec vous autres. Cool. On va mettre ça dans les notes. Printeez.com. Allez voir ça. Yes, sir. Alright. C'est que là-dessus, on va vous souhaiter un super bon 5 à 7 puis des bons martinis pour la soirée. Yes, sir. Yes, moi je vais prendre mon Pina Colada. Ciao.